Allez, on est parti? C'est parti, Maïra? C'est parti. Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode d'une nouvelle série de masterclass qu'on a intitulée Raconte-nous ta stratégie culture data. Alors, pourquoi ce thème? En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, je pense que vous le savez, il n'y a pas un grand groupe qui ne travaille sur ce sujet de la culture data. C'est une vraie nécessité de développer cette culture data, presque une évidence, un essentiel en tout cas pour des projets data réussis. Mais en même temps, tout le monde défriche. On n'a pas beaucoup de recul sur le sujet, il n'y a pas de méthode toute faite, il n'y a pas de vérité encore. On apprend tous un petit peu en marchant. Alors évidemment, rien n'est plus précieux dans ce contexte que l'expérience de ceux qui l'ont fait. Et puis en plus, c'est un peu quand même l'une des valeurs ajoutées qu'aiment beaucoup nos clients chez Datalogy, cette capacité qu'on peut avoir, soit de vous mettre en contact les uns avec les autres, en tout cas de réussir à faire ressortir des synthèses de ces retours d'expérience de toutes ces entreprises avec qui on collabore depuis un an. Alors, top départ avec un premier épisode de notre série de 3 masterclass. Et aujourd'hui, je suis super ravie d'accueillir Moira Cambresi. Elle est Head of Data Transformation chez Veolia. Comment ça va, Moira? Tout va bien, merci. Au top, tu as pris le train, on a réussi à t'avoir à l'heure, c'est fabuleux. Les trains, la SNCF était à l'heure ce matin. Parfait, on en profite. Écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous font plaisir de nous suivre en direct live aujourd'hui. Alors, vous étiez extrêmement nombreux à être inscrits, plus de 140, ce qui est quand même un sacré chiffre, ce qui montre aussi que la culture data, c'est un vrai sujet. Alors, on vous propose une masterclass en 2 temps. D'abord, je m'occupe de mettre sur le grill notre invité du jour. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour ça. Et puis, si vous avez la moindre question en cours de route, vous l'avez vu, le chat est à votre disposition. N'hésitez pas à nous partager toutes vos questions. On va voir si on les traite au fil de l'eau ou tout à la fin. En tous les cas, on terminera à la fin si vous avez encore des questions et si vous avez envie d'échanger avec Moira par un temps qui sera dédié. Est-ce que ça vous va à tous? Je l'espère. Alors, Moira, avant de rentrer dans le détail très opérationnel de la stratégie d'acculturation que tu as et que tu déploies aujourd'hui chez Veolia, je te propose d'abord de nous redonner un petit peu des éléments de contexte de ton entreprise parce que ça a forcément un impact sur ta façon d'appréhender ce sujet de la culture data. Ça te va? Oui. OK. Alors, quel est le petit pitch de Veolia? Alors, le petit pitch de Veolia. Veolia, c'est une très grande entreprise de 213 000 salariés, une multinationale. Waouh! Nous sommes présents sur les 5 continents avec 53 business units. Alors, je vais beaucoup dire BU, business unit, et un chiffre d'affaires de 45,3 milliards d'euros. C'est une entreprise, c'est une vieille dame qui a 170 ans, qui a été fondée par Napoléon III. C'est fou, on ne sait pas tout ça, de Non, cette belle histoire. la Générale des Eaux. Alors souvent, on confond la Lyonnaise des Eaux est devenue Suez Environnement. Et la Générale des Eaux est devenue Veolia Environnement. Et Veolia Environnement a donc racheté une part de Suez en janvier 2022, les activités notamment internationales de Suez Environnement en 2022. Nos métiers historiques, c'est l'eau, je l'ai dit, mais aussi la gestion des déchets et l'énergie. Donc, c'est nos trois métiers. Et comme beaucoup d'entreprises, on fonctionne par plan stratégique. Et notre plan stratégique 24-27 commence. Il est nommé Green Up, avec 3 piliers, décarboner, dépolluer et régénérer. Intéressant. Ouais, les trois mots-clés, Green Up, voilà, le ton est donné. Qu'est-ce qu'on attend de la data chez Veolia? Alors, Veolia, il faut bien comprendre que c'est très, très décentralisé comme entreprise. C'est plutôt un agglomérat de structures locales. On gagne, on perd des contrats tous les jours. Et de ce fait, c'est assez épars d'un point de vue data. À la fois en termes de maturité, mais aussi de systèmes d'information. Parfois, dans une même business unit, on va avoir des sites qui n'ont pas du tout les mêmes systèmes d'information, ne serait-ce que par l'historique des contrats. Donc ça, c'est important à avoir en tête pour le reste de la discussion, parce qu'il y en a un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on attend de la data? Alors, on attend quand même dans ce groupe très décentralisé d'avoir quelques notions de pilotage de ce qui se passe. Surtout qu'il y a ce côté très épars dont tu parles. Le côté pilotage doit être d'autant plus stratégique, en tout cas une priorité. Exactement. Et puis, d'essayer de quand même avoir 2-3 notions qui sont homogènes.
C'est mieux. Des définitions qui sont homogènes, des données qui sont structurées, soit à un niveau local de business unit, donc d'un pays, soit d'une zone, soit carrément du groupe, pour pouvoir piloter, que ce soit la performance opérationnelle, la finance, les RH, etc. À un moment, vous le savez tous, on a besoin de données. Mais chez nous, la particularité, c'est que cette donnée, elle est assez compliquée à récupérer, à structurer parce que, comme je l'ai dit, c'est très, très décentralisé. Alors, il y a Et pas on mal, attend ouais, oui, pardon, oui. et on attend enfin, notamment avec ce plan 24-27 qui arrive, il y a un gros, gros focus sur, l'IA, et l'utilisation de l'IA dans nos métiers. Alors, ce côté très décentralisé dont tu parles est intéressant, d'autant plus que je vois toutes les personnes là, qui se trouvent avec nous aujourd'hui. Il y en a beaucoup aussi qui ont ce type d'organisation. Donc, alors, je ne sais pas si ça peut te rassurer un peu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une problématique et un défi qui est quand même qui est pas mal partagé. Je serais très curieuse de savoir, c'est quoi les grands types de data qu'on va retrouver chez Veolia? Alors nous, on gère, beaucoup d'installations, des usines, des stations d'épuration, des centres de tri des déchets, des incinérateurs. On a, pas mal de mesures, donc tout ça est instrumenté. Alors plutôt plus en France qu'à l'international, parce que on n'est pas non plus une entreprise très riche et puis on n'est pas propriétaire, des installations. On est, D'accord, exploitant. Et de ce fait, les investissements sur les installations, notamment l'instrumentation, sont à la discrétion du client. Et donc, il y a des fois, ça se passe bien avec de la relève de données manuelles et donc on continue comme ça. Donc on a plutôt en France quelque chose un peu plus industriel avec de la mesure, des sites instrumentés, et cetera. Et à l'international, on a aussi un peu de mesure, mais on a quand même beaucoup, beaucoup de tableurs et de données qui remontent avec des Google Sheets. Enfin, nous, on est chez Google, mmh mh, beaucoup. Donc, je vais dire Google Sheets et pas tableur, mais beaucoup de données, beaucoup d'Excel encore. d'accord. Alors tu parlais de données, industrielles sur les usines, mais j'imagine qu'il y a aussi des données de clientèle, des données financières, enfin plein d'autres, transverses, hein, on est d'accord? Bien sûr, oui, Mmh oui, mh. bien sûr. Après, la donnée opérationnelle, c'est un petit peu Le nerf de la guerre? le nerf de la guerre ou le caillou dans la chaussure. Le reste, on y arrive à peu près avec D'accord, ERP, mais sur la donnée opérationnelle, c'est un petit peu plus compliqué. très bien. Dis-moi, c'est quoi l'organisation de la data, chez Veolia? La data, elle dépend de qui dans l'organisation? Alors, de façon générale, elle est hébergée dans les directions IT, qui chez nous s'appelle DBNT, Digital Business and Technology. Il manque data là-dedans, mais un jour, ça évoluera. Nous, au niveau du groupe, on est rattaché donc au Chief Financial Officer. D'accord, Euh, voilà. OK. Et toi, dans cette entité, donc Digital Business Techno, c'est une structure dans laquelle il y a quel type de profil? Alors, on est une petite équipe, on est une équipe d'une soixantaine de personnes sur la D'accord, data au niveau du corporate Veolia, donc de la holding. Et c'est essentiellement des data engineers. On est une petite équipe d'une vingtaine de personnes, plutôt ces profils-là. 4 data scientists, un peu de data management, data architecture. Et puis nous, à la data transfo, on est 3, bientôt 4. d'accord, très bien. Avec des profils, pour le coup, plus issus du métier. Mmh mh. Donc moi, je viens plutôt du métier, avec plus de 10, enfin 12 ans sur les 20 d'expérience chez Veolia dans le métier. Donc on a cette spécificité-là aussi d'avoir un peu la double casquette, Bien data utile. et métier, Et bien qui utile facilite. pour embarquer sur ces sujets de culture data. Justement, si on fait le focus, parce que la data, c'est large, culture data, voilà, on est sur un sujet un petit peu plus précis. Elle est portée par qui, la stratégie culture data chez vous? Par moi. Ça tombe Heu bien, on t'a. Par moi, mon chef, donc le Data Analytics Officer, D'accord. et puis, par les data officers des BU. Mmh mh. Donc, on va pas avoir tout à fait les mêmes besoins avec un prisme, groupe que forcément, quelqu'un plus localement qui va être plus proche, des besoins locaux. Pour autant, c'est complémentaire. Nous, on peut, avoir une approche,
très un peu top-down ou plus généraliste et des moyens pour faire Pour les vernis. industrialiser un peu et Alors que localement, ils vont peut-être faire plus des focus sur des points importants chez eux localement et des projets importants chez eux localement. mais c'est eux qui ont pour responsabilité de déployer localement la culture data? Oui, dans tous les cas, nous au groupe, on propose. Les supports? Enfin, tu apportes, C'est ça, on est une structure support, on propose des contenus, on propose des parcours, on propose des projets. Et puis c'est assez libre chez Veolia, on n'impose rien. Donc les BU choisissent d'y aller ou de ne pas y aller et comment elles veulent déployer ça. ça peut être une complexité, supplémentaire d'ailleurs, parce qu'il va falloir en plus réussir à embarquer, les relais locaux pour réussir à ce qu'ils adhèrent aussi à ce que tu peux proposer, j'imagine? Exactement, donc il faut convaincre. Donc et c'est là que je pense, c'est utile d'avoir aussi ce passif métier, parce que ça permet de parler aux 2 populations et parfois quand on n'arrive pas à embarquer, par l'IT, on embarque par le métier et inversement ou en tout cas on arrive à embarquer conjointement. Mais de toute façon chez Veolia, il faut convaincre, les BU, de nous suivre sur ce type de projet parce que, on ne peut pas, imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a des zones qui nous disent: «Bah non, c'est fermé, on ne veut pas». Donc on fait avec. Ouais, il y a du lobbying à faire en plus. C'est ça. Tu parlais justement tout à l'heure du côté ressources. Pour déployer cette culture data, vous êtes tu es combien? Est-ce que tu Heu, es combien d'ailleurs? je moi, j'ai commencé il y a 1 an, dans ce rôle, donc toute seule. À ce jour, j'ai une alternante. J'ai commencé avec une alternante plutôt sur les aspects communication et j'ai recruté je l'appelle un super data steward. Donc quelqu'un qui a, vraiment cette capacité de comprendre le métier, de comprendre les cas d'usage, de faire abstraction et de mettre ça dans des tiroirs, data et je vais recruter probablement un deuxième, enfin pas probablement, c'est sûr, un deuxième profil un peu similaire, mais peut-être plus IT d'ici quelques semaines. Donc Génial. on va passer de 1 à 4 en 1 an. Ouais, ça avance. En tout cas, voilà, il y a des moyens qui sont mis dans le déploiement de cette culture data. Alors, on a eu des éléments de contexte. Maintenant, tous, vous là qui nous suivez, prenez des notes. On passe vraiment au côté plus dans le détail de la stratégie. C'est hyper intéressant. Quand on a préparé cette masterclass, tu m'as partagé que vous aviez défini 4 grands piliers comme point de départ. Donc, il y a data people, acculturation et learning by doing avec un projet concret qui s'appelle Tanganyika et communication. Et je vous C'est ça, propose maintenant tous qu'on rentre dans le détail pilier par pilier. Ça te va, Moira? ça me va. Alors, le premier pilier, c'est data people, c'est-à-dire, C'est-à-dire que déjà pour parler, de data et de ce qu'il y a à faire, il faut bien comprendre les rôles, et avoir un langage commun autour des rôles et des métiers de la data. Donc on a commencé par définir, chez nous, alors bon, on est parti de la littérature, du Gartner et cetera, les rôles et les métiers de la data. On a essayé de simplifier un petit peu pour que ça soit simple à comprendre parce qu'on partait pas loin de zéro sur la compréhension de ces métiers. Donc on a défini 10 rôles et métiers et on essaye de faire rentrer ça dans les référentiels RH pour déjà savoir, qui fait quoi et commencer à, avoir quelques tags, autour des personnes, data, pour pouvoir, les connaître, les mettre en communauté, et puis, tout simplement valoriser aussi cette compétence. je trouve ça super intéressant de commencer par ce sujet-là. De tout ce que je peux voir sur toutes les organisations avec lesquelles j'interagis, il y a pas forcément ce premier sujet, c'est souvent traité un peu plus loin, on va dire, dans le temps. Et je trouve ça hyper intéressant de mettre les RH dans la boucle dès le départ, parce que c'est vrai qu'en plus, quelque part, ça prépare l'organisation à venir, en fait. Hein, c'est ça, hein, tu poses un peu, et on sait que ça prend du temps, ces référentiels. Donc, en C'est fait, ça. tu lances la machine pour que ça mature le temps que toi, tu avances sur les autres sujets, c'est ça? Et on a défini effectivement à la fois les fiches, des 10 jobs et rôles, mais aussi des modèles d'organisation en indiquant, step by step, quand on part de rien, quels sont les jobs et les rôles à activer et dans quel ordre, pour commencer à mettre le pied à l'étrier de la data. Ça marche, super.
N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat est à vous, n'hésitez pas, on sera un plaisir d'y répondre. En tout cas, Moira sera un plaisir d'y répondre. Je vous propose qu'on passe au deuxième pilier, acculturation et learning. Alors là, tu m'as parlé d'un dispositif de formation d'abord à 3 étages. Oui, alors, comme j'étais toute seule il y a 1 an, j'ai essayé de limiter l'ambition et déjà, je vois que c'est énormément de travail de construire tout ça. On a 3 étages, donc un étage qu'on a appelé Data for All, donc vraiment d'acculturation très large, Data for Dummies, sans que ce soit condescendant, avec 5 modules de e-learning, donc Introduction to Data, vraiment les basiques, les fondamentaux, Data Value, montrer que la donnée apporte de la valeur dans nos métiers avec des exemples de chez nous. Data People, donc enfoncer le clou sur ses rôles et ses jobs et comment les activer, dans quel ordre. Data Quality, c'est essentiel. Et puis, comme je l'ai dit, on a beaucoup d'instrumentation, donc un module sur le Edge Computing, qui est le dispositif qui permet de gérer de l'information entre les systèmes d'information industriels et le cloud pour réduire les temps de traitement, pour aussi transférer cette information vers le cloud de façon sécurisée. Ça marche, super, hyper intéressant. J'en profite, je rebondis, il y a une petite question de Christelle qui nous demande combien de temps ça vous a pris la définition du référentiel des métiers et compétences data. C'est une bonne question. Quel est le détail d'ailleurs? J'imagine qu'il y a un lien avec le détail dans lequel on va. Et tu l'as fait de manière collaborative avec les RH? Oui, j'ai commencé toute seule à écrire les fiches, les descriptifs de poste, etc., en lien avec l'équipe mes collègues qui sont experts data science, data engineer, etc. Et puis, on a présenté ça, on a travaillé après avec les RH pour en faire des fiches emploi génériques et ensuite rentrer ça dans le référentiel des métiers. Mais aussi le référentiel des compétences, parce que comme je l'ai dit, il y a les rôles et les métiers. Donc, je ne sais pas, data officer, c'est un métier, data owner ou data steward, c'est un rôle. Ouais. Donc, on avait 2 référentiels à gérer et autant la définition des jobs et des rôles, la partie un peu théorique, ça a été assez vite. Je pense qu'en 2 mois, c'était plié. Autant rentrer ça dans les référentiels, trouver la bonne granulométrie, les bons noms, en plus dans au moins 3 langues, puisque chez nous, on gère tout en 3 langues, français, anglais, espagnol. On est en train de finaliser ça avec la RH pour que dans les outils, il y ait des référentiels et des menus déroulants avec ces choses-là. Et au moins, c'est un sujet que tu as lancé et comme on dit, qui prend son temps, et toi, tu avances maintenant sur d'autres sujets, mais au moins celui-là, il est en cours, quoi. Il y a un petit peu ce côté-là. Oui. Et puis, les fondamentaux RH sont posés. Ouais. Pour que la transformation d'un point de vue RH, maintenant, elle puisse diffuser. Puis on sait que ça va prendre du temps, mais au moins, on est clair sur le référentiel. Voilà, les graines sont posées. Top. On a une question de Christophe Lowe qui nous demande est-ce que vous avez travaillé avec un prestat externe pour développer ces modules e-learning sur mesure? Donc, c'est le deuxième pilier, acculturation et learning. Alors, oui, mais on se rend compte que la difficulté sur ces modules, c'est pas la partie théorique. Ça, c'est écrit assez vite et c'est finalement produit assez vite. La difficulté, c'est de récupérer des témoignages, des exemples chez nous et de les produire, de les intégrer, de trouver le bon wording. Voilà. Après, pour tout vous dire, on avait commencé avec Artefact sur la partie script. Donc, je me suis fait aider sur la partie script par Artefact. Et là, on travaille avec Kokoroe, plutôt sur la partie production de 2 des 5 modules pour tester cette collaboration aussi. OK. D'ailleurs, on va continuer sur ce côté learning, si tu veux bien. On a bien noté vos questions, hein. On reviendra dessus, mais juste pour tirer le fil jusqu'au bout, parce qu'en fait, il y a un dispositif de formation à 13 étages, comme tu le disais, avec tes modules e-learning, mais il y a aussi des LinkedIn Learnings. En fait, il y a deux… ouais. En fait, c'est pareil. On a bien défini nos cibles, notre segmentation. Donc, on a notre Data Passport, donc avec ces 5 modules de e-learning, c'est Data for All, vraiment le basique, acculturation. Ensuite, on a attaqué un étage plus expert. Et chez Veolia, on a un partenariat global avec LinkedIn Learning. Mais on s'est dit, on ne va pas mettre juste l'accès, débrouillez-vous avec les 2000 et quelques modules dans LinkedIn Learning. On a essayé de structurer des parcours. LinkedIn Learning, en fait, des sélections de… Une sélection, voilà. Il y a un ordre.
et un ordre et avec deux grandes cases, beginner et puis avancé. Et donc, on a créé ces parcours. Donc, ça fait 6 parcours au final pour les data engineers, data analysts et la partie data gouv. Donc ça va être mis sur les plateformes de e-learning de Veolia pour que ça soit finalement pour mettre le pied à l'étrier des utilisateurs sur l'accès à cette ressource que représentent les modules LinkedIn Learning. Et puis le 3e étage de la fusée, là, on fait vraiment du focus et vraiment quelque chose de très concret. Oui, pardon. Oui, on va pas spoiler tout de suite, si tu veux bien, le 3e, le 3e étage de la fusée, on garde juste. Pour revenir, si tu veux bien, ces questions qui sont posées, il y a pas mal de questions sur la position dans l'organisation des data analysts, des data stewards, des data engineers. Est-ce qu'ils sont attachés à vous, au métier? Je pense que ça peut être intéressant pour la suite. Ça dépend. Alors, en fait, de façon générale, les compétences dites expertes, data analyst, data engineer, data scientist, sont plutôt rattachées à l'IT, que ce soit chez nous, au groupe ou dans les BU. D'accord. Par contre, les rôles data owner, data steward sont plutôt côté métier, mais ils ne le savent pas forcément encore complètement. Donc c'est un des principaux objectifs, et d'ailleurs, c'est le tout premier qu'on a identifié quand on a écrit ces fiches de poste, etc. C'est comment faire prendre conscience et comment transformer les métiers autour de ces rôles. Et là, on a eu une petite réflexion. Est-ce qu'on fait des formations data owner, data steward massives et un peu sur étagère générique, ou est-ce qu'on fait autrement? Et on a décidé de faire plutôt autrement. C'est ce que je vous expliquerai après. Voilà. Et on fait du teasing là. Est-ce que tu peux mesurer la consommation des modules e-learning côté métier? Oui. Ouais. Alors, côté métier, c'est de la data. C'est très difficile. On a les salariés de Veolia sont caractérisés par une adresse mail. Mais pour l'instant, les bases de données entre le salarié, son rattachement fonctionnel et pas simple à croiser. Donc, je ne saurais pas dire. Je vais savoir avoir des indicateurs de consommation de mes modules de e-learning. Parce que tout ça est encapsulé dans la plateforme Learning at Veolia, qui est assez classique pour ceux qui s'y connaissent. Mais je ne saurais pas dire après là-dedans que j'ai 80% Quelle proportion de profil, etc. De profil IT et 20% métier ou l'inverse. Ça viendra, ça viendra. Ça viendra, et puis ça va venir aussi du plan de com qui est associé à ça, où on va essayer justement de diffuser un peu par tous les côtés, notamment le data passport, à la fois d'attaquer par la RH, par l'IT et puis par le métier. Par rapport à tous ces sujets, comment est-ce que tu as réussi à convaincre ta direction pour avoir ces ressources supplémentaires? Vous êtes passé de 1 à 4. Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on arrive à démontrer la valeur créée par son équipe? Alors, moi, je pense que j'ai réussi à obtenir des ressources supplémentaires, notamment par le projet, c'est encore du teasing, par cette idée le 3e pilier. Le 3e pilier, ce projet très concret de transformation où on met les mains dans le cambouis avec les BU, à la fois avec les métiers et l'IT sur un projet concret. Et comme il y a 53 BU et qu'il faut aller les convaincre une par une en faisant du porte-à-porte, à un moment, ma hiérarchie s'est dit il va falloir un petit peu plus de ressources que Moira toute seule. Et puis moi, j'ai ressenti ce besoin d'avoir des compétences plus techniques sur ce projet-là. Parce que il va falloir développer des outils de data quality, des choses comme ça, et que là, j'étais un petit peu juste moi avec mes compétences techniques data. Très bien. Alors, on reprend donc 1er pilier data people, 2e pilier acculturation et learning, et donc, quel est donc ce 3e pilier très concret, très pratico-pratique? Il se nomme alors Tanganyika, désolée pour le nom. Au début, il s'appelait Niagara, donc c'était un nom de projet. Niagara, avoir toutes les données qui arrivent dans un grand lac et les chutes du Niagara. Bon, un grand lac, Tanganyika, c'est aussi un grand lac. Donc, on a un projet qui s'appelle Tanganyika, qui vise alors ça ne fait pas rêver comme ça, mais à structurer les données et le reporting au niveau du groupe Veolia Environnement.
forcément, ces données, pour qu'elles arrivent au niveau du groupe, elles viennent des BU. Et aujourd'hui, les BU envoient toutes ces données-là de façon très manuelle au groupe, mais aussi, elles ont leur propre reporting. Et on se dit finalement, chez Veolia, on fait beaucoup de reporting, que ce soit vers nos clients, vers les collectivités, que ce soit vers la BU pour consolider quelques chiffres, vers la zone, puisqu'on a des zones, ou vers le groupe entier. Et on s'est dit que c'était un bon sujet pour embarquer à la fois les métiers et l'IT, ce sujet de reporting. Et donc, on a lancé un projet qui s'appelle Tanganyika for BUs avec les BU, de les accompagner dans leur transformation autour de ces sujets de reporting. Et vraiment, à chaque fois, j'ai des piliers et des sous-piliers, mais trois piliers. Le premier, c'est un pilier plus technologique, architecture de données, de dire on va vous expliquer et vous aider à monter votre architecture de données pour ces sujets de reporting, avec des tables, des référentiels, etc., des mappings. Donc tout ça, c'est expliqué dans le détail. Donc ça, c'est le premier pilier. Un pilier formation, donc de se dire, on profite finalement de c'est l'occasion pour faire et pour monter une formation, pour le coup, très sur mesure. Et c'est ce que je disais au début sur les data owners, data stewards. Au début, on a vu des sociétés qui nous proposaient ça, mais de façon très générique. Et on se disait, ça ne va pas accrocher, ça va être trop généraliste. Et donc là, en ayant le cas d'usage qui va animer les métiers, puisque c'est eux qui sont kikines à envoyer ces données de reporting, à les traiter, à les extraire, à les manipuler, on s'est dit, ça va nous permettre de mettre le pied dans la porte et de leur dire, by the way, vous êtes data owner, vous êtes data steward, voilà comment ça marche, qu'est-ce que c'est que la data gouv, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel, un master data, et ainsi de suite. Le by the way, il est super important, parce que ça remet, ça met dans un contexte opérationnel et ça ne le met pas hors sol. Enfin, voilà, c'est tout de suite appliqué en contexte, en fait. Tout à fait. Et puis le troisième pilier, finalement, de ce projet, donc j'ai dit, le premier, c'est architecture de données, technologie. Le deuxième, c'est formation. Et le troisième, c'est s'adapter. En fait, comme je l'ai dit au début, Veolia, il n'y a pas deux BU pareils. Donc, il faut vraiment s'adapter à leurs pratiques actuelles, aux gens, aux besoins, à ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas. Et donc, on adapte tout à chaque fois. Co-construction à chaque fois sur chaque… Co-construction à chaque fois. Okay. Donc, pour ça, on fait un audit initial, un état des lieux initial de la pratique, des gens, etc. On a bien réexpliqué porte à porte le projet. Et puis là, on essaye maintenant de passer dans l'opérationnel et le concret pour déployer. Et comme tu le disais aussi au début, c'est un projet fortement recommandé, mais pas imposé. C'est ça. Et en même temps, le réglementaire qui aide un peu. C'est intéressant. Alors, le réglementaire qui aide un peu, mais même ça, parfois, ce n'est pas tout à fait compris. Que Veolia doit quand même montrer aussi des chiffres à des auditeurs tous les ans, que c'est vérifié, que c'est consolidé et que c'est important. Et on voit qu'on a même ça à réexpliquer finalement. Pour quelqu'un sur le terrain, sur une station d'épuration, expliquer que sa donnée, je ne sais pas, de consommation d'énergie, elle peut être agrégée, traitée, transmise jusqu'au groupe et monitorer jusqu'au groupe. Mais ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi que derrière, il y a une consolidation, c'est regardé par des auditeurs externes et ainsi de suite. Donc il faut réexpliquer aux providers de données, à la source de données, à quoi servent ces données, où elle va, à qui, pourquoi. Justement, ce sujet de la qualité des données, je suis sûre que comme 100% des gens qui nous suivent, c'est un sujet aussi chez Veolia, comme partout. Je ne connais pas une organisation qui me dit qu'elle a des données 100% de qualité. Finalement, tu traites ce sujet de la qualité des données aussi dans le contexte du projet concret, non? C'est ça? Exactement. Et dans les piliers, finalement, à la fois côté formation, mais aussi, je le disais, côté un peu architecture. On va essayer d'outiller, et c'est pour ça que j'avais besoin de ressources plus techniques, d'outiller les BU. Donc, il y a un peu le bâton, la carotte. C'est quelque part de leur dire, mettez en place un seul format de données, s'il vous plaît. Et ça va vous aider parce qu'on va vous proposer des outils de qualité de données, de vérification, etc., qui vont vous simplifier ce travail de reporting.
D'accord, ouais. OK, très bien. Toujours, ouais, by the way. OK, très bien. On a une autre question. Comment est-ce qu'on arrive on sent ce côté très sur mesure, très co-construction, mais en même temps, toi, tu as besoin de faire un pilotage, global de toutes ces transpos. Comment tu arrives, enfin, alors je pense pas que vous soyez encore vraiment à cette étape, très opérationnelle, mais, comment tu comptes, piloter tout ça de manière globale? On va y arriver assez vite. Par exemple, sur la formation, on a rédigé notre support de formation un peu monolithique, en se disant: «Bah, il va falloir aborder tout ça». Et puis, D'accord, beh, par exemple, en juin, on va aller au Moyen-Orient, délivrer cette formation. Et là, bah, on présente à nos interlocuteurs ce que nous, on avait prévu. Et puis eux, ils nous disent: «Ah ben non, mais bon ça, pas trop adapté ou c'est un peu trop théorique. Mais par contre, nous, on aurait un besoin, d'aller plus sur la data vise. Et dans ce cas-là, ben, on fait un peu plus de ça, un peu moins de ça, et on s'ajuste. Nous, on a designé que c'était 3 jours de formation, toujours au Moyen-Orient. Ils nous disent: «Bah non, nous, ça va être 2 jours». Et ben, encore une fois, on s'adapte. Donc, et de la même façon, sur la partie architecture technique, on a fait ce qu'on appelle les guidelines. Donc, c'est un peu générique. Et puis, bah, dans le déploiement, tu on va voir customises. avec chaque zone comment on déploie ça, comment on adapte ça pour être au plus proche de leur wording, de leurs organisations, etc. D'accord. Donc tu es toujours dans une approche de support. C'est eux qui restent les responsables, du déploiement, et toi, tu les accompagnes sur le comment, en fait? C'est ça, et voire même au point de proposer de s'effacer. C'est-à-dire que, par exemple, la formation, on propose de la délivrer nous. Si ça peut être utile que ce soit Paris qui vienne délivrer cette formation, mais s'ils nous disent non, non, on préfère le faire nous-mêmes, on leur fournit tous les supports, etc. Et on fait du train the trainer et c'est eux qui déploient. Donc c'est vraiment à la carte. Et on co-construit avec chaque zone ou chaque organisation, parce que même notre organisation n'est jamais standardisée, sur le déploiement de la suite. Ça marche. On a une petite question sur, l'outil de catalogage et de maintien en qualité des jeux de données. Je ne sais pas si tu peux, partager quel est l'outil? Alors, encore une fois, c'est très hétérogène chez Veolia, il n'y a pas d'outil unique. Nous, au niveau du groupe, on utilise Colibra. Et surtout, finalement, moi, plus je fais le tour et plus je me rends compte qu'au-delà des outils, etc., le cœur du sujet chez nous, ça va être le master data, à la fois celui du groupe, qui n'est même pas finalisé aujourd'hui, donc qui est en cours de construction, et celui des BU. On va encourager fortement les BU à commencer à créer leur référentiel, leur master data. Donc finalement, l'outil, ça vient peut-être un peu après, parce que finalement, un master data, même sur un tableur, c'est mieux que pas de master data dans un outil. Très bien. Et encore une petite, question sur les formations. Est-ce qu'elles sont alors tu disais tout à l'heure, vous travaillez toujours en 3 langues, hein, c'est ça? Sur les modules, alors même sur les modules de e-learning, on travaille en 13 langues. 13 Euh, langues? Waouh! donc, tout ce qui est e-learning, c'est traduit dans 13 langues. Sinon, ben, alors nous, la petite particularité, c'est que mon chef et son chef sont anglophones. Donc, de toute façon, on fait tout en anglais de base. Et après, alors moi, j'ai la chance de parler espagnol également. Donc, on va déployer oralement dans la langue locale, français, espagnol, anglais. Parce qu'on a des hispanophones dans l'équipe. Et les supports, je pense qu'on ne va pas les traduire, à moins qu'on a maintenant un Veolia GPT, chat GPT, qui va commencer à savoir traduire des slides. Si ça marche, peut-être qu'on traduira les slides. Ça marche, très bien, super. Heu, alors je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais je trouve que c'est hyper intéressant cette approche avec un projet comme ça très, très concret pour permettre cette acculturation. Je vous propose qu'on passe au dernier pilier qui va répondre en plus à d'autres questions que je vois arriver, qui est donc le pilier communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, sur la communication, c'est assez classique. On a un intranet dans lequel on essaye de mettre de la documentation. Et là aussi, on va brancher dessus notre Veolia Secure GPT qui permettra d'aller chercher dans cette documentation. Et on a lancé un journal. Alors moi, je ne sais pas, c'est peut-être mon passé d'ingénieur, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu des contenus un peu Plus fouillé. précis,
technique, plus fouillée. Et donc, on a lancé, alors je n'aurais pas la prétention de dire que c'est une revue scientifique, mais un journal trimestriel dans lequel on propose des articles qui viennent du siège, mais aussi des articles qui viennent des BU. C'est pas une newsletter, voilà, c'est une forme de newsletter, mais trimestrielle, mais avec plus fouillé. Et puis après, c'est comme quand on achète un magazine, les gens lisent ce qu'ils souhaitent lire. Très bien. Et puis, vous avez aussi organisé les premiers Data Days chez Veolia. Oui, effectivement. Alors, c'est tout nouveau. Enfin, alors, c'est pas tout nouveau la data chez Veolia parce que ça fait 170 ans qu'on en fait quelque part. Mais le premier data officer est arrivé en octobre 2022. Et finalement, dans les BU, on voit qu'ils commencent à arriver. Et on a décidé de les réunir. Donc, c'était fin janvier 2024, pardon, pour la première fois. On a organisé des Data Days où on a fait venir les data officers ou associés, parce que parfois, ils ne sont pas nommés data officers. Donc, les gens de la data de l'ensemble des BU, encore une fois volontaires. Et c'était vraiment chouette de commencer à créer cette communauté. Et en termes de communication par rapport au e-learning Data for All dont tu nous parlais tout à l'heure, comment vous les poussez, comment est-ce que vous incitez, comment est-ce que vous motivez les collaborateurs à se former? C'est obligatoire? Il y a un principe de récompense? Alors, non, pas encore ça. Ça va être, moi, je considère que je suis en train de faire la saison 1 et je vais envisager de monter la saison 2 à partir du mois de mai-juin de cette année. Et là, on sera plus sur des choses de gamification. Et d'ailleurs, on en a parlé, Florence. Non, sur la saison 1, on est plutôt sur des modules qui sont mis à disposition à tout le monde, donc à l'ensemble des salariés sur leur plateforme Learning at Veolia. Et c'est finalement par le plan de com, donc on va faire des kits de com, mais encore une fois multifacettes, à la fois RH, canal métier, canal IT data, pour pousser ces contenus à l'ensemble des filières finalement, avec un petit kit de com qui leur permettent encore une fois de s'approprier, de mettre à leur sauce, d'adapter les messages pour que ça marche le mieux possible chez eux. Et par exemple, là-dessus, on co-construit. J'ai par exemple l'Italie qui est très présente là-dessus, qui me dit, Moira, il ne faut pas que la RH parte toute seule, par exemple, ça ne marchera pas. Et donc, je vais préparer le kit de com, mais je vais lui soumettre et lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là-dessus, toi, d'un point de vue métier data, ça peut te permettre de vraiment embarquer la BU Italie? Très bien, super. Alors, donc ça, c'était notre 4 piliers, c'était ta stratégie culture data. Déjà, merci de nous avoir partagé tout ça. Ça, c'était le plan d'action initial. Dans la pratique, aujourd'hui, vous en êtes tous sur les différents piliers? Sur Data People, peut-être, pour commencer? Alors, sur les people, les guidelines sont clairs, les référentiels sont prêts. La difficulté, comme j'ai dit au départ, c'est plutôt les rôles que les jobs, donc data owner, data steward. Et donc là, les référentiels sont prêts, mais maintenant, il faut, encore une fois, que les métiers se rendent compte qu'ils doivent jouer ces rôles un petit peu plus fortement qu'actuellement. Ensuite, il y avait acculturation et learning. Alors, un des 5 modules est sorti et là, ça va s'étaler. On va sortir ça pour l'été. Le tout traduit en 13 langues, donc c'est un bon défi, ça. assez long. Mais petit à petit, là, on va faire le buzz avec des modules un par un, donc 5 modules d'ici le mois de mai-juin. OK. Et LinkedIn Learning aussi, dont tu nous parlais? Donc ça, c'est prêt. Il va falloir aussi là qu'on accompagne par un plan de com. On a nos 3 parcours fois 2 niveaux, donc 6 parcours data analyst, data engineer et data gouv sur la plateforme LinkedIn Learning. Et il va falloir qu'on en fasse la promotion, mais en tout cas, la sélection est faite. Et ça, c'était déjà aussi un gros boulot. Moi, les collègues m'ont dit, je vais arrêter mon abonnement Netflix. Donc, c'était un gros travail déjà de sélection, ça s'appelle curation, j'ai découvert ça, c'est très moche comme mot, mais de curation de contenu. Très bien. Et pour terminer, Tanganyika. Alors, Tanganyika, on a fini pour une première vague de BU. Donc, comme c'est sur la base du volontariat, on a embarqué les volontaires. Donc, une première vague, donc par exemple l'Asie, toute l'Amérique latine.
Donc, toutes les, je crois, 7 ou 8 BU d'Amérique latine. On a été les voir un par un pour les onboarder. La formation est quasiment prête. Donc, la formation dans l'absolu. Et maintenant, on est en train de faire le cousu humain pour, avec le Moyen-Orient, voir comment on va dérouler ça, avec l'Asie, voir comment on va dérouler ça, avec l'Amérique latine et ainsi de suite. Donc là, on est dans ce processus-là, mais on a tout écrit. De la même façon, on a écrit les guidelines techniques, l'architecture, les tables, les référentiels, etc. C'est décrit vraiment de façon détaillée. Et on commence à avoir des dates pour délivrer ces formations. Donc, Moyen-Orient en juin, par exemple. Donc, ça avance. Mais ce qui est chouette, je trouve, là-dessus, c'est que ma hiérarchie a pris conscience que ce n'était pas un projet très simple à timeboxer, à planifier. Comme on est sur le bon vouloir des BU, c'est quelque chose qu'on fait. Il faut accepter que ce soit un temps long. Voilà, et ils ont accepté que ce soit un temps long. Donc là, on est sur la vague 1 de BU, et puis on commence à essayer de convaincre la vague 2 en même temps qu'on va commencer à former la vague 1, et ainsi de suite. Donc, c'est du temps long. Et on essaye toujours sur la base du volontariat d'embarquer les BU. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi dans toutes les organisations. Enfin, cette nécessité du temps long, malheureusement, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, ce serait bien, mais dans la réalité. Selon toi, c'est quoi les plus gros challenges que vous allez avoir à relever autour de ce sujet de la culture data? Une des difficultés, c'est qu'on est face à des gens côté middle management qui sont pleins de bonne volonté et vraiment partants, qui comprennent les enjeux parce qu'eux-mêmes ont été trifouillés de la donnée dans des tableurs. Et quand on l'a déjà fait, c'est plus concret. La difficulté, c'est d'embarquer le top management. Et finalement, là, ils sont peut-être en train de se faire rattraper par la vague d'IA, de buzz autour de l'IA, où on leur dit il va falloir s'y mettre. Et pour faire de l'IA correctement, il faut de la data de bonne qualité. Donc, c'est peut-être par ce moyen-là, avec les étoiles de l'IA, qu'on va pouvoir mobiliser plus le top management. Forcément, l'IA, ça fait plus rêver que la data gouvernance. C'est clair. C'est quoi les indicateurs que tu vas suivre pour accompagner ton plan d'acculturation sur les différents sujets? Je pense que le sujet des indicateurs, c'est souvent la grande question culture data. Sur toute la partie learning, ça va être en lien avec les RH, donc les indicateurs de mesure. Comme on va mesurer les connexions, on fait confiance aux RH pour suivre ces indicateurs-là. Sur la partie reporting, on a défini des niveaux de maturité. Donc, le plus bas niveau de maturité, c'est ceux qui font tout manuellement avec des tableurs. Et puis, le plus haut niveau de maturité, c'est quand la donnée est transmise de façon structurée, en passant par le cloud, dans des tables, etc., dans les data lakes. Et donc, on va suivre l'évolution du nombre de sites qu'on a dans chaque case de maturité dans la transmission et la structuration de leurs données de façon plus automatique. Et sur tout ce qui est data people, on va suivre l'apparition dans les bases de données de personnes avec des jobs ou des tags de compétences data owner, data steward, etc. Ça va être chouette à voir apparaître. Hein. Voilà, ce sera vraiment la preuve concrète que ça commence à mailler l'organisation. Top. Alors, on va profiter, tu as un petit peu de recul, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de profiter de ceux qui ont mis les mains dedans déjà. Ça serait quoi? Et puis, on a du monde en face qui t'écoute. Ça serait quoi tes conseils que tu aurais envie de leur partager pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? À quoi est-ce qu'il faut être vigilant, par exemple? Moi, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas se fier à sa perception de la maturité de ses interlocuteurs, mais vraiment aller voir de façon très précise, avec un cas d'usage très précis, et tester. Parce que au départ, si on posait la question, est-ce que vous avez des data owners? Ah oui, on a des data owners. Est-ce que vous avez des référentiels? Ah oui, on a des référentiels. Et quand on regarde avec un cas d'usage et qu'on dit, mais vous avez une liste d'indicateurs? Non. Vous avez une liste de sites? Non plus. Là, on commence à se rendre plus compte du niveau de maturité ou de non-maturité, puis eux-mêmes se rendre compte qu'ils n'avaient peut-être pas bien compris la question au départ et qu'on rentre dans une discussion, en tout cas sur la maturité. Donc ça, j'ai trouvé ça important d'aller
vraiment dans le focus avec les gens qui font et pas avec leur chef. Ouais. Objectiver finalement la maturité. Dès le départ, commencer par ça en fait, pas hésiter à commencer par ça dès le départ. C'est ça. Après, il faut identifier le bon projet et le bon sujet pour engager cet échange très concret. Donc ça, pour moi, c'est un des apprentissages. Le deuxième, c'est au départ, on a rencontré aussi beaucoup de sociétés qui proposaient des formations un peu sur étagère. On a vite identifié quand même que notre besoin, c'était sur les data owners, data stewards. Mais c'est vrai qu'en voyant ces formations qui avaient l'air super par ailleurs, moi, j'avais envie de m'inscrire. Je me suis dit que ça n'allait pas marcher chez nous et que, dans un premier temps du moins, le temps d'aligner un petit peu un vocabulaire aussi. Il fallait faire du sur-mesure, du fait maison, où on parle aux gens de leur quotidien avec leur langage, on s'adapte pour créer peut-être déjà ce langage unifié. On a parlé des jobs, mais ça s'applique pour tout, pour que les gens comprennent de quoi on parle et peut-être plus tard, on pourra commencer à les envoyer dans des formations un petit peu plus standardisées. Donc, pour moi, le projet concret où on rentre dans le vif du sujet, on met les mains dans le cambouis avec eux, on se comprend, on aligne le vocabulaire, on aligne les pratiques, etc. C'est, à mon sens, en tout cas chez Veolia, le meilleur moyen d'acculturer et puis, je l'ai dit, de mettre le pied dans la porte pour pouvoir engager cette discussion, cette formation. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as fait le cas d'usage, mais tu as fait un cas d'usage accompagné avec la couche de sensibilisation, d'accompagnement, etc., pour avoir les deux. Ce n'est pas juste faire un projet pour faire un projet et on va apprendre en marchant. Tu as quand même t'as appuyé et tu as accompagné ce projet très concret par des vraies ressources, en fait. Et je pense que c'est les deux, en fait. Hein. C'est le fait de faire les deux en même temps. En tout cas, pas avoir peur de faire l'un après l'autre, mais plutôt de travailler les deux ensemble. Et puis finalement, j'assure à la fois la direction de programme et de projet et la stratégie data transfo. Et donc, j'arrive à faire des liens entre les deux de façon permanente pour essayer d'être le plus pertinent possible dans les programmes de transfo et de formation. Et en même temps, comme tu disais, le fait aussi d'être à la manœuvre sur ce projet qui est un projet concret et au service des métiers, ça permet aussi de faire du lobbying au niveau des dirigeants pour avoir des ressources complémentaires, etc. Tu n'es pas juste sur un volet acculturation pure qui des fois peut être un peu plus difficile à défendre quand on a un codir qui n'est pas forcément lui-même très sensible au sujet, on va dire. Oui, et puis il y a la carotte. La carotte, c'est quelque part l'automatisation de ce fichier reporting qui kicking tout le monde. Donc ça, c'est une carotte qui fait quand même bouger à la fois le middle management, ceux qui font, et puis à la marge, le top management. Voilà. Très bien. Je rebondis sur d'autres questions qu'on a des personnes qui nous suivent. Est-ce que vous avez organisé un hackathon? Vous avez testé le hackathon? Non. Non, pas eu l'occasion? Pas encore. Alors, non, pas encore. Pas encore, donc ça veut dire peut-être. Peut-être. Déjà, il faut se comprendre. On a des différences aussi d'horaire entre l'Asie, l'Amérique latine et les États-Unis. Donc, ce n'est pas toujours évident d'organiser des choses au niveau mondial. On est plutôt en train de structurer des communautés de pratique autour de la data vise, autour de la data quality, data catalogue, etc. Donc, on n'est pas encore dans une phase très active de collaboration avec des hackathons. D'accord, très bien. Est-ce que vous êtes amené à vous coordonner avec les démarches innovation, avec l'INO? Pas tant que ça. Non. Alors, oui et non. En fait, moi, non. Sur la data acculturation, par contre, l'équipe data science, oui. Puisque finalement, avec l'IA, etc., on lance des projets plus innovants pour utiliser ces technologies dans nos métiers et ainsi de suite. Et là, il y a un petit peu plus de coordination avec l'innovation. Très bien. Est-ce que le travail de l'animation de la communauté des experts data, ça fait aussi partie de cette démarche? Comment vous travaillez sur le partage de vision, de connaissances, partage des bonnes pratiques entre les… Alors, c'est parti des Data Days, donc de notre réunion avec les acteurs de la data dans les BU. On a
peut-être 2 grands volets là-dessus. Le premier, c'est qu'on a écrit nos data standards, donc quelque part la bible de la data. C'est quoi les pratiques sur plein de choses, data architecture, les jobs et les rôles, la data gouv, la data quality, enfin tout plein de choses. Donc on va essayer de déployer ça. Et puis le deuxième grand pilier pour travailler avec ces communautés plus expertes, c'est ce que j'appelle les communities of practice. Où on va avoir des propositions, enfin des groupes, des communautés pour travailler autour de sujets communs et co-construire la vision technique finalement. D'accord. OK. Et ça se passe où? C'est plutôt sur Teams? Enfin non, vous êtes sur Google. Non, on est Google, nous. Alors oui, ça se passe plutôt dans le cadre de réunions, de groupes de travail avec, encore une fois, sur la base du volontariat, les experts identifiés sur un sujet donné et puis les outils collaboratifs pour créer des documents et ainsi de suite. Et puis un gentil animateur, parce qu'il en faut toujours un dans un groupe, pour embarquer ces acteurs-là et ainsi de suite. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive tout doucement à la fin de notre échange, hein. J'avais encore une dernière question pour toi. Je suis assez curieuse de savoir comment est-ce que tu fais pour t'inspirer autour de ce sujet de la culture data qui est quand même assez particulier. Comment tu t'inspires? J'avoue que je m'inspire pas suffisamment. Je prends pas suffisamment le temps d'assister à des plénières sur l'IA, sur la data transfo, etc. Je m'inspire énormément en interne dans mes discussions avec les data officers, des business units, avec les côtés métiers, les directions techniques, etc. Et avoir ces retours et puis essayer d'adapter. J'ai quand même lu, et c'est vraiment, c'est pas sur ma table de chevet, mais presque, le livre blanc de Datalogy. Quelques articles quelques articles de Gartner. Et puis, moi, finalement, j'ai une espèce de communauté de gens dont je suis assez proche. Et puis, je teste. J'ai une idée, je teste auprès d'eux. Qu'est-ce que tu penses? Ce projet Tanganyika, il est né comme ça, en fait. J'ai lancé ça un peu comme ça. Et puis, j'ai testé auprès d'interlocuteurs en confiance, en leur disant, tu me dis si vraiment c'est à côté de la plaque. Et donc, ça me permet d'itérer, de tester ce qui fonctionne et de m'inspirer aussi de leur feedback. Maintenant, je vois ça plutôt comme ça, et ainsi de suite. Ouais, super. Merci beaucoup, Moira, hein. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais sur ton inspiration avec notre livre blanc. Je spoil un peu en vous annonçant qu'on va en sortir un nouveau livre blanc vers le mois de mai avec 15 nouvelles interviews d'acteurs data. Il y a plein de surprises. Vous allez voir, il est en plein travail. On a les mains dedans. Donc, restez connectés et reste connecté. Surtout, tu vas avoir de la lecture. Moira, un deuxième livre de chevet sur ta table. De chevet. Avec plaisir. Ouais, et merci encore beaucoup, Moira, pour ton précieux retour d'expérience du jour, hein. Curieuse que tu viennes nous partager dans un an où est-ce que vous en êtes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat encore. Merci à tous pour votre participation. Je vous rappelle pour terminer que la culture data, c'est bien sûr la base de notre expertise chez Datalogy, qu'on a beaucoup de références de plein de grands groupes qu'on accompagne, soit en amont sur la réflexion pour définir cette fameuse stratégie culture data et surtout celle qui soit la plus cohérente avec les spécificités de votre organisation, mais aussi en aval, puisqu'on produit beaucoup de contenu d'acculturation. Je ne parle pas de formation, on parle bien de contenu de sensibilisation. Tu parlais tout à l'heure de journaux, on travaille sur des newsletters, on prépare des mémos, des fiches mémos sur des projets data, etc., pour réussir à vulgariser et donner de la visibilité en interne à tous vos projets data, que ce soit aussi bien vis-à-vis des codir que vis-à-vis du middle management ou des opérationnels. Et on espère qu'on aura le plaisir de vous recroiser tous. Merci encore, Moira. Et puis, on se retrouve le 14 mai prochain. Je compte sur toi, hein, pour un nouvel épisode de cette série « Raconte-moi ta stratégie culture data ». Cette fois-ci, on va accueillir Aurélia Dean. Elle est Digital Culture Manager chez Technip Energy. Ça va être chouette aussi. Tu seras des nôtres? Je serai là. Ouais, trop bien. Merci à tous.